Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être là ce midi. Le baromètre industriel du Québec, donc, c'est beaucoup de chiffres. Alors, je vais essayer de limiter le nombre de chiffres, puis essayer peut-être plus d'imager ce que j'ai à vous présenter. C'est pas évident. Il y a deux écrans et de temps à autre, j'aurais besoin de pointer. Donc, je vais essayer de pointer de temps en temps là, de pointer de temps en temps là. Comme ça, personne ne va être jaloux. Donc, je vous laisse finir vos desserts, chanceux. Puis, je vais donc vous présenter les résultats. Donc, tout d'abord, l'ordre du jour, donc le secteur manufacturier québécois en bref. Donc, c'est une mise en contexte. Qu'est-ce que c'est le secteur manufacturier au Québec? Qu'est-ce que ça représente pour l'économie du Québec? Ensuite, les résultats comme tels. Donc, on était assez inspirés cette année pour nos thèmes. Donc, on a réparti ça dans plusieurs thèmes. Donc, l'âme d'une entreprise, ses employés, le moteur de l'entreprise, sa production, la vitalité de l'entreprise, donc les investissements, les fruits de l'entreprise, ses ventes. L'ouverture sur le monde, donc l'exportation, on va voir comment nos PME se comportent de ce côté-là. Et aussi, donc, la vision d'entreprise, sa planification. Donc, l'importance du secteur manufacturier québécois. Tout d'abord, on parle de 138 milliards de revenus pour le secteur manufacturier. On parle aussi d'un PIB de 44,5 milliards, donc. On parle de 407 000 personnes donc, qui gagnent leur vie dans le secteur manufacturier, ce qui représente 27 des emplois manufacturiers canadiens. C'est le même pourcentage au point de vue des établissements. On parle de 14 500 établissements manufacturiers au Québec. Donc, considérant que le Québec représente 23 de la population du Canada, on peut constater donc que le secteur manufacturier est très important pour la province. Comme vous le savez, c'est un secteur qui est représenté majoritairement par des PME. En effet, 94 des entreprises manufacturières ont moins de 100 employés. Dans le cas de même de 35 des entreprises, on parle de 5 employés et moins. Donc, ce qui fait dire à plusieurs d'ailleurs que quand on parle de ces petites entreprises, PME, ça ne veut pas nécessairement dire petite et moyenne entreprise, mais souvent c'est papa, maman, puis les enfants. Les principaux secteurs, maintenant, on parle du transport, incluant l'aéronautique, qui représente, j'espère de ne pas perdre mes morceaux, qui représente 14 donc, du PIB. Première transformation des métaux, suivi de très près, suivi d'aliments, la fabrication de produits chimiques, les produits métalliques et la fabrication des machines. Donc, c'est en proportion de leur PIB les principaux secteurs manufacturiers au Québec. La question qu'on s'est posée aussi, est-ce que c'est la fin du déclin? Depuis plusieurs années, on entend beaucoup de parler de fermeture d'usines, de licenciements, de mise à pied majeure. Effectivement, si on regarde la part du secteur de la fabrication dans le PIB québécois, en 2000, 23,6 %. En 2012, 14,4 %. Donc, une baisse quand même assez marquée du poids du secteur manufacturier dans l'économie québécoise. Cependant, 2013, très légère baisse, 14,1 %. Et pour avoir une remontée, 2014, donc avec 14,3 %. Donc, est-ce que c'est la fin du déclin? Il est trop tôt pour se prononcer, mais à tout le moins, ce sont des signes qui sont encourageants donc, pour les prochaines années. Au point de vue des ventes manufacturières aussi, on va sur les écrans. 2013 par rapport à l'année précédente, donc une baisse des ventes de 1,3 %. Par contre, hausse en 2014, 6,5 %. Donc, de ce côté-là, ça regarde bien aussi. Cependant, côté emploi, c'est encore assez difficile. C'est-à-dire qu'on voit une perte de 46 000 emplois de 2008 à 2012, 18 000 de pertes en 2013, qui était une grosse année, et données préliminaires 2014, moins 4 000. Cependant, c'est des données pour le secteur manufacturier en général. Nous, notre étude porte, comme Michel l'a mentionné, des entreprises qui ont entre 20 et 300 employés. Donc, le portrait n'est pas nécessairement le même. Ce ne sera pas long, je vais me réinstaller. Néanmoins, le secteur manufacturier demeure un secteur stratégique pour le Québec. En effet, donc, on le voit, 52 % des dépenses privées en recherche et développement sont effectuées dans le secteur manufacturier. Ce secteur-là aussi compte pour 92 % de nos exportations. Et les salaires, ils sont supérieurs de 22 % à la moyenne de l'industrie. Donc, on voit que c'est un secteur qui est encore très, très important pour notre économie. Si on regarde au point de vue des perspectives locales et mondiales, au point de vue de l'accroissement du PIB, si on se concentre sur les deux derniers groupes de données,
On voit en bleu et en orange les perspectives pour le Québec et le Canada. Donc, pour 2015 et 2016, on parle d'une augmentation du PIB de 1,9 à 2 %. Si on regarde maintenant pour l'ensemble des autres pays, donc les États-Unis et le reste du monde, on voit que les perspectives sont nettement plus encourageantes avec, on parle de 2,9 à 3,5 %. Je vais finir par l'avoir. Donc, ce sont des perspectives qui sont encourageantes, spécialement pour nos PME qui exportent déjà. Donc, en résumé, si on dresse un portrait sommaire, le secteur manufacturier québécois, c'est un secteur qui a connu une forte chute au cours des dernières années, qui semble s'être stabilisé, et ça demeure un secteur très, très important pour notre économie, vital même pour notre économie. Et on regarde aussi au point de vue de l'avenir, les 2 prochaines années, au point de vue de l'accroissement du PIB. C'est quand même assez intéressant, surtout pour les entreprises donc, qui exportent. Donc, passons maintenant aux résultats comme tels du baromètre 2014. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, si on débute avec ce qu'on appelle l'âme de l'entreprise, donc ses employés, on voit une légère augmentation de l'emploi. Ce qu'on a fait, on a comparé les entreprises qui ont diminué leur main-d'œuvre par 5 % et plus. On les a comparées aussi avec le groupe de celles qui ont augmenté par 5 % et plus. Donc, en bleu, c'est celles qui ont baissé. En orange, c'est celles qui ont monté. Donc, si on regarde ici en 2014, on voit 16 % des entreprises interrogées ont diminué leur main-d'œuvre, au moins 5 %, alors que donc 2 fois plus d'entreprises, 35 % l'ont augmenté. C'est assez intéressant, c'est mieux que l'année précédente. Par contre, c'est au même niveau ou à peu près que 2011 et 2012. Donc, sur une période de 3 ans, il n'y a pas nécessairement comme tel d'embellie de ce côté-là. Par contre, il y a une problématique qui demeure, c'est le problème du recrutement et de la rétention de la main-d'œuvre spécialisée. C'est une problématique qu'on rencontre dans beaucoup de secteurs et dans à peu près la plupart des régions du Québec. Donc, près du 3/4 des répondants nous ont affirmé avoir des problèmes assez ou très importants de recrutement de main-d'œuvre spécialisée. Ce n'est pas rien. 50 % des gens ont affirmé qu'ils avaient de la difficulté à retenir donc, leurs employés spécialisés. On parle beaucoup des gens qui programment ou qui utilisent des machines à contrôle numérique. On parle aussi de soudeurs. Ça, c'est 2 exemples de métiers où, à ma connaissance, il n'y a à peu près pas de chômage. Il y a des gens qui nous ont témoigné là-dessus, que ce soit en Chaudière-Appalaches, que ce soit dans la région de Québec, à Montérégie, même à Drummondville, il y en a 3 chefs d'entreprise qui me disaient qu'ils avaient des problèmes à recruter de la main-d'œuvre spécialisée. Et même dans certains cas, là, il y en a un qui me disait « Moi, j'ai de la misère à me recruter un manutentionnaire. Ce n'est pas une main-d'œuvre hyper spécialisée, mais j'ai de la misère à me recruter des manutentionnaires. » Il semble que dans la région de Drummondville, je ne connais pas le taux de chômage par cœur dans ce coin-là, mais il semble que l'emploi soit assez bon. Donc, c'est un problème qui demeure. Les facteurs qui expliquent ça maintenant, bien, la main-d'œuvre spécialisée, si on prend un groupe d'âge de 20-55 ans, sont des gens qui sont massivement à l'emploi. Ensuite de ça, le secteur manufacturier, c'est un secteur qui est méconnu, qui a été peu valorisé au cours des dernières années. On entend plus parler des mauvaises nouvelles, des fermetures d'usines, des mises à pied. On entend plus ça dans les médias, évidemment, que les bonnes nouvelles. Pour beaucoup de gens aussi, le secteur manufacturier, on voit encore dans notre tête des usines sales, il fait noir, des vieilles machines, l'huile dégoutte, ces choses-là encombrées, mal éclairées. Ce n'est pas nécessairement ça. Là. Il y a beaucoup d'entreprises manufacturières, si on prend dans le secteur aéronautique, par exemple, dans le secteur médical ou des domaines de pointe, des usines qui sont très belles. Là. Il fait clair, les équipements sont récents, la fine pointe de la technologie, beaucoup de robots, ordinateurs et ainsi de suite. Donc, malheureusement, c'est peu connu, donc ça attire peu les jeunes et c'est dommage. Puis aussi, un phénomène qu'on voit depuis quelques années, la concurrence entre les PME. Typiquement, les PME est en concurrence avec d'autres PME pour développer et maintenir leurs clients. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les PME sont en compétition avec d'autres pour attirer et retenir les bons employés. Donc, souvent, la compétition s'est déplacée, peut-être dans d'autres pays même, mais au point de vue local, dans certains cas, la principale concurrence que les entreprises ont, c'est d'attirer et donc de retenir les employés spécialisés. Donc maintenant, si on regarde au point de vue du moteur de l'entreprise et sa production, bien, si on regarde l'utilisation de la capacité de production, depuis 2010, il n'y a pas de réel changement au point de vue de l'utilisation de la capacité de production. 23 % des gens utilisent moins de 50 % de leur capacité de production. 42 % utilisent plus de 75 %. Donc, ça, c'est assez constant.
Cependant, c'est intéressant de noter que le 2 tiers des entreprises, malgré qu'il reste de la capacité de production encore dans les entreprises, les 2 tiers font quand même appel à de la sous-traitance. Et ça, c'est une hausse de 7 ou 8 points par rapport à l'année précédente. Et paradoxalement, plus d'entreprises font appel à la sous-traitance qu'avant, mais elles donnent une moins grande proportion de leur chiffre d'affaires en sous-traitance. Donc, ça pourrait paraître une contradiction. Plus de monde en utilise, mais donne moins en sous-traitance. Donc, si on regarde les facteurs qui font que les entreprises, les PME, vont utiliser elles-mêmes donc des sous-traitants, eh bien, on utilise des sous-traitants pour ce qu'on appelle les opérations qui sont moins core business, qui sont moins dans notre expertise. Donc, à ce moment-là, comme on ne peut pas être bon dans tout, on va utiliser des gens pour faire des choses qu'on maîtrise moins. Souvent, le sous-traitant aussi qu'on va utiliser, c'est parce qu'il est plus compétitif, soit qu'il est plus rapide, moins cher, ou qu'il est capable d'avoir lui-même des escomptes de volume parce qu'il ne fait que ça, que son propre métier, donc il va être capable d'être plus compétitif. Souvent aussi, on va utiliser la sous-traitance pour des petites quantités. C'est-à-dire qu'on a nos lignes de produits principales, puis quand il arrive des petites choses qui nous feraient faire trop de changements dans notre ligne, dans notre setup en bon français, on va utiliser donc des sous-traitants pour nous dépanner là-dessus. Le traitement des pièces aussi, on parle de peinture, traitement de surface, traitement thermique. Ça en soi, c'est un métier. Ça coûte cher l'installation, il y a beaucoup de certifications aussi au point de vue de l'environnement. Donc, ça serait assez compliqué pour une entreprise demain matin de se lancer dans ces procédés-là si elle n'a pas un volume d'affaires nécessaire. Donc, on a fait appel à la sous-traitance pour des cas comme ça. Aussi, les partenariats. Donc, des entreprises qui vont décider, bien, moi, je vais me concentrer sur certaines choses et je vais développer un partenariat avec d'autres entreprises qui sont bonnes dans d'autres choses. Et chacun va rester maître de sa destinée, maître en contrôle de son expertise, et ensemble, on va être plus compétitif. On va voir tout à l'heure à quoi ça peut servir. Maintenant, les raisons qui font que les entreprises vont décider de plutôt rapatrier des opérations en interne, il y en a qui disent meilleur contrôle des procédés, meilleur contrôle sur la qualité, les délais de production. C'est sûr que s'il faut que les pièces sortent et reviennent, bien, ça prend un certain temps. Donc, côté délai, les gens peuvent être portés à garder ce travail-là à l'interne. Les baisses de commandes aussi. Il y en a qui vont nous dire, moi, quand j'ai beaucoup de commandes, plutôt que d'embaucher, on sait que c'est difficile, je vais faire de la sous-traitance. Quand mes commandes baissent, je rapatrie le travail à l'interne. Et aussi l'intégration. Donc, il y a des gens qui, pour se démarquer, qui vont se dire, bien moi, je vais contrôler plusieurs étapes de fabrication de mon produit. Je vais être en parfait contrôle. Je vais pouvoir intégrer tout ça et être plus compétitif, justement, face à mes clients. Parlant d'intégration, on a un exemple ici si on regarde l'avant-dernière colonne, les manufacturiers d'équipements d'origine, donc les OEM, si on regarde un peu dans n'importe quel domaine, donc aéronautique, transport, énergie, défense, sécurité, ressources, ainsi de suite. Donc, ces OEM-là, typiquement, s'approvisionnent chez des gens, on appelle des fournisseurs de rang 1 ou des intégrateurs, qui, eux, sont des fabricants de composantes, de systèmes, de sous-systèmes. Ces gens-là s'approvisionnent eux-mêmes chez des fournisseurs de rang 2 qui vont faire de l'usinage, de la fabrication de pièces en métal, en plastique, en électrique, électronique. Et ces gens-là vont eux-mêmes s'approvisionner chez des fournisseurs de rang 3 pour soit les traitements ou soit d'autres opérations et les essais, les tests, ces choses-là. Donc, on a un exemple ici d'intégration de chaînes d'approvisionnement. Les donneurs d'ordre, comme tout le monde le sait, ils ne veulent pas plus de fournisseurs, ils en veulent moins. Alors, face à ça, évidemment, s'ils ne trouvent pas ici, ils vont aller ailleurs. Face à ça, il y a des PME qui choisissent les deux stratégies que je mentionnais tout à l'heure. Soit le partenariat, donc on se concentre sur notre core business, mais là, on développe une relation à moyen puis à long terme avec d'autres entreprises. Donc, et ça va nous permettre ça, d'aller attaquer des marchés qu'on ne serait pas capable de faire seul. Alors qu'il y en a d'autres qui choisissent plutôt l'intégration, donc ils vont contrôler et fabriquer eux-mêmes donc plusieurs étapes de leur processus de fabrication. Donc ça va leur permettre d'aller justement se rapprocher des donneurs d'ordre et éviter que le donneur d'ordre change de secteur et aille s'approvisionner ailleurs. Cependant, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que les gens nous disent « Ouais, les donneurs d'ordre veulent ci, les donneurs d'ordre veulent ça, sont exigeants. » Des fois, il ne faut pas perdre de vue que à l'origine, les exigences viennent des clients ici. Les clients, ça peut être soit les instances gouvernementales, le ministère de la Défense ou autres.
les entreprises de transport, les gens dans le commerce, dans la construction, l'exploitation des matières premières, les exigences en termes de temps, de délai, de qualité, de renouvellement de produits, de caractéristiques technologiques, ces choses-là. En fait, les exigences viennent de là et sont repassées à chaque maillon de la chaîne. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que peu importe à quel niveau on travaille, en bout de ligne, c'est les exigences du client final ici qui priment. Pour demeurer compétitif et développer le marché donc des grands donneurs d'ordre à les entreprises, une des stratégies, évidemment, c'est d'investir. Donc, ce qu'on appelle, nous, la vitalité de l'entreprise, investir. Et nous, on va se concentrer un peu plus loin sur certains types d'investissements. Tout d'abord, ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Le Canada est à la traîne, si on se compare à d'autres pays dans le monde, au point de vue des investissements en équipement, également en recherche et développement. Donc, on va d'ailleurs même 20e au point de vue de la recherche et développement par rapport aux pays de l'OCDE. Alors, ça, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, comme vous savez. Si on regarde maintenant les PME qu'on a étudiées dans notre étude, on voit ici 5 plus 16. Donc, 21% des entreprises ont investi moins en 2014 qu'en 2013. Tout type d'investissement confondu. 41% ont investi à peu près la même chose, alors que 38% des gens ont investi, si on regarde ici les deux là, 38% des entreprises ont investi plus. Donc, à vue de nez comme ça semble être une bonne nouvelle. Donc, il y a plus de gens qui ont investi plus que de ceux qui ont investi moins. Si on regarde, cependant, au point de vue, si on creuse un peu plus, si on regarde au point de vue des investissements en équipement, bien, 30% des entreprises nous ont mentionné avoir investi 5% et plus de leur chiffre d'affaires en équipement. Ça peut sembler beaucoup, on va le voir par la suite. De la même façon, 19% des gens ont répondu qu'ils ont investi plus de 5% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est des niveaux qui sont sensiblement, en fait, similaires aux résultats obtenus aux années antérieures. Cependant, nous, on pense que ce n'est pas assez. On va vous montrer pourquoi. Parce qu'investir en équipement, ça rapporte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les entreprises qui ont investi moins de 2% de leur chiffre d'affaires, soit en équipement, soit en R&D, avec celles, on les appelle ceux qui investissent peu, avec celles qui ont investi 5% et plus. On va les appeler celles qui investissent beaucoup. Et ce que nos résultats nous montrent, c'est que les entreprises qui investissent beaucoup sont 2 fois plus nombreuses que celles qui investissent peu à avoir eu une augmentation marquée de leur chiffre d'affaires. Quand je dis marquée, là, on parle de 20%. Donc, 2 fois plus nombreuses à augmenter significativement leur chiffre d'affaires. Les gens qui ont investi beaucoup aussi en achat d'équipement sont plus nombreuses à avoir gagné au moins une soumission sur 2 qu'elles ont présentée, donc à des clients potentiels. Et les entreprises qui investissent beaucoup en achat d'équipement sont plus portées à établir des partenariats. Les partenariats, donc, pour développer des produits, percer de nouveaux marchés, réduire les coûts. Donc, en général, le taux de succès d'un partenariat, selon nos PME, c'est à peu près 90%. Donc, les gens qui investissent plus, on voit que c'est payant. On a fait le même exercice pour la recherche et le développement maintenant. Les gens qui ont investi peu, donc moins de 2%, moins de 5%. Non, c'est ça, moins de 2%, et les gens qui ont investi beaucoup, plus de 5%. On voit la différence ici est très nette, encore plus marquée que tout à l'heure. C'est presque un facteur 5. Donc, 29% des entreprises qui ont investi beaucoup en R&D ont une augmentation marquée du chiffre d'affaires, contre seulement 6% pour les entreprises qui investissent peu. Donc, je pense que les chiffres sont assez éloquents. De la même façon, pour les gens qui ont investi beaucoup versus peu en recherche et développement, on voit qu'il y a une augmentation quand même significative du taux, en fait, du nombre de celles qui remportent 50% de leur soumission. Les entreprises qui investissent beaucoup en R&D vendent aussi beaucoup plus à l'international. On a vu tout à l'heure que les perspectives de croissance, au point de vue international, sont supérieures à celles du Québec et du Canada. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces entreprises-là. Et encore une fois, ces entreprises-là sont plus portées à établir des partenariats avec d'autres PME. Maintenant, si on regarde les fruits de l'entreprise, ses ventes, la variation du chiffre d'affaires, un peu comme on a fait tantôt pour le nombre d'employés, on a comparé, dans ce cas-ci, les entreprises qui ont eu une baisse de 5% du chiffre d'affaires versus celles qui ont eu une hausse de 5% du chiffre d'affaires. Donc, on regarde ici, 18% des entreprises ont connu une baisse du chiffre d'affaires versus 53% qui ont connu une hausse du chiffre d'affaires.
C'est bien, c'est mieux que l'année passée même, parce qu'on avait 23,44, mais c'est à peu près au même niveau que 2012. Donc, il n'y a pas réellement d'embellie sur ce côté-là, si on prend une moyenne donc, de 2 ans. Cependant, une problématique qui demeure d'année en année, c'est le défi du renouvellement de la clientèle. En effet, 6 entreprises sur 10 ont vu moins de 10 de leur chiffre d'affaires généré par de nouveaux clients. Donc, on voit que c'est difficile de percer des nouveaux marchés ou de développer des nouveaux clients. De plus, le tiers des entreprises attribuent au moins la moitié de leurs ventes à leurs 3 plus gros clients. Alors, on peut s'imaginer si les clients, surtout si les clients sont dans le même secteur d'activité, si vos 3 plus gros clients représentent 50 de votre business, ça peut être dangereux pour les entreprises. Si on regarde maintenant les contrats gagnés versus les soumissions effectuées, on parle de 37 toutes catégories d'entreprises confondues, donc 37 qui ont gagné au moins 50 de leur soumission. Tantôt, quand on regardait les gens qui investissent plus en R&D ou en équipement, c'est plus au niveau de 42 donc il y a quand même une différence. Maintenant, on a vu tout à l'heure les marchés ailleurs, donc États-Unis, reste du monde. La croissance devrait être meilleure. Alors, voyons voir comment nos PME au Québec se comportent sur les marchés internationaux, combien exportent et où est-ce qu'elles exportent. Les PME s'en tirent bien, nos PME. En fait, moi, personnellement, j'ai été surpris de voir que seulement 16 des entreprises interrogées ne vendent qu'au Québec. Il y a un 15 additionnel qui vendent au reste du Canada en plus du Québec. Il y a un 37 qui vendent également aux États-Unis. Et il y a un 31 qui vendent ce qu'on appelle l'international, donc c'est ailleurs dans le monde. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que les gens qui vendent au Québec et au reste du Canada, dans quelle proportion sont leurs ventes? Bien, on voit ici que 79 des entreprises vendent au Québec. En fait, non, c'est pas vrai. C'est 79 de leurs ventes qui sont effectuées au Québec et 21 de leurs ventes qui sont effectuées dans le reste du Canada. Maintenant, si on regarde les entreprises qui vendent également aux États-Unis, la question c'est est-ce qu'elles vendent moins au Québec, est-ce qu'elles vendent moins au Canada ou un peu des deux? Bien, c'est intéressant de noter que si on regarde le pourcentage, 54 des ventes au Québec, 20 au reste du Canada et 26 aux États-Unis. Donc, si on compare le 20 ici avec le 21 là-bas, on voit que les entreprises qui vendent également aux États-Unis, en plus de vendre au Québec et au reste du Canada, donc les ventes baissent pour le reste du Québec, pour le Québec et augmentent donc pour les États-Unis, mais point de vue vente canadienne, ça demeure au même niveau. Le même raisonnement s'applique pour les gens aussi qui vendent à l'international. On voit 39 de ventes effectuées au Québec, 18 reste du Canada, 24 États-Unis et 19 international. Donc, on voit une belle répartition des ventes pour ces entreprises-là. Ce qui fait qu'elles vont être moins à risque, évidemment, avec les soubresauts de l'économie locale. Les facteurs qui favorisent maintenant l'exportation, reprise de l'économie américaine. Évidemment, les États-Unis, c'est à peu près le 3/4 de nos exportations au Québec. Donc, si l'économie américaine va mieux, nécessairement pour nos exportateurs, c'est une bonne nouvelle. La faiblesse du dollar canadien, vous le savez, ça nous aide. Ça peut être un piège, par contre, là, mais pour l'instant, ça nous aide. L'ouverture imminente du marché européen, donc ça peut nous ouvrir des nouveaux marchés avec des nouveaux partenariats. Et aussi les retours d'investissement manufacturiers, ce qu'on appelle le reshoring. On a vu, il y a certaines, en fait, ça a fait des médias dernièrement, il y a une entreprise au Québec qui a ramené sa production de la Chine ici. Mais aux États-Unis, depuis quelques années, c'est massif comme phénomène, que ce soit en haute technologie, dans le domaine transport hors route, transport routier, ces choses-là. Il y a des investissements majeurs. Il y a des productions qui sont ramenées, produits électroniques, informatiques, ces choses-là, produits qui sont ramenés aux États-Unis. Nos entreprises qui exportent sont bien positionnées pour tirer avantage de ce phénomène-là qu'on appelle le reshoring. Cependant, il y a des obstacles qui demeurent pour les exportations. Il y a des barrières légales. Oui, évidemment, même si on a des traités de libre-échange, des fois, il y a des clauses, il y a des normes qui vont faire qu'on va être obligé de fabriquer ailleurs. On connaît les clauses aux États-Unis, je ne suis pas besoin d'y revenir. Les clauses commerciales, administratives et tarifaires. Administratives, dans beaucoup de pays, si on veut vendre nos produits, il va falloir qu'ils soient certifiés selon certaines normes. Tant qu'on ne le fait pas, ça nous ralentit. On ne peut pas nécessairement vendre nos produits. Manque d'information, d'expertise.
On ne vend pas en Asie comme on vend aux États-Unis. Ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas le même cadre juridique, ce n'est pas la même mentalité nécessairement. Donc, les gens ne sont pas toujours au courant de ça, ne savent pas toujours qui sont les joueurs dans d'autres pays, qui sont les acteurs majeurs, comment s'y prendre, à qui parler. Donc, ça peut être un obstacle à l'exportation. Manque de financement aussi. Débuter des activités d'exportation, ça peut coûter cher. Le démarchage, des fois, ça nous prend un réseau de distributeurs ou de représentants à l'étranger. Des fois, ça nous prend une force pour faire le service sur nos pièces à l'étranger, l'entretien, la réparation, ces choses-là. Traduire nos documents, faire certifier nos produits, que je mentionnais selon les normes, c'est des facteurs qui font que ça peut coûter cher à exporter. Et évidemment, il y a des coûts de transport et logistique. Maintenant, on a regardé les employés, on a regardé la production, on a regardé les investissements, on a regardé les ventes. Mais qu'est-ce qui cimente tout ça? Qu'est-ce qui chapeaute tout ça? Eh bien, c'est la planification stratégique. Donc, planification qui va nous donner une direction, permettre de se poser les bonnes questions pour poser les bons gestes dans le bon ordre. On n'a pas besoin de vendre le concept de faire une planification stratégique. Par contre, c'est surprenant de noter que toutes les entreprises ne font pas nécessairement la planification stratégique. On a demandé à nos PME, interrogés, avez-vous effectué un exercice de planification stratégique au cours des 3 dernières années? Puis, c'est surprenant de noter qu'il n'y a que 57 % des gens qui ont effectué un exercice de planification stratégique. À l'inverse, 43 % ne le font pas. C'est beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. Et c'est pas assez. On le répète tout le temps. L'année passée, c'était un petit peu mieux, là, mais c'est un niveau qui se maintient année après année. Plusieurs personnes le disent, mais on n'a pas fini de faire passer le message. Pourtant, nos résultats le démontrent, planifier pour l'entreprise, c'est la propulser. On a comparé les résultats obtenus par l'entreprise, donc les entreprises qui n'ont pas effectué de planification stratégique au cours des 3 dernières années, qu'on va voir en bleu, les entreprises qui y ont effectué. Et les résultats, c'est quand même assez significatif. On parle de 24 % des gens qui ont fait une planification stratégique versus 11 %, donc ont investi de façon plus importante en R&D. On a vu tout à l'heure que les investissements en R&D, c'est très bénéfique pour les entreprises. Les gens qui ont fait une planification stratégique aussi sont aussi plus nombreux à avoir 10 % et plus de leur chiffre d'affaires généré par des nouveaux clients. Donc, ils ont des meilleurs résultats quand il s'agit de percer des nouvelles clientèles. On voit ici, ça passe du simple au double aussi. Percer des marchés étrangers, les gens qui font une planification stratégique 2 fois plus nombreux que les autres à avoir percé des nouveaux marchés. L'exportation, encore là, on l'a vu, ça peut être très bénéfique pour les entreprises. Et aussi, le dernier chiffre, les entreprises qui ont fait une planif stratégique sont beaucoup plus nombreuses à établir des partenariats avec d'autres PME. Ces partenariats qui peuvent leur permettre donc d'attaquer des nouveaux marchés et de réussir à décrocher de nouveaux clients. Et j'ajouterais même, chez STIC, on fait une 50aine de diagnostics par année dans plusieurs secteurs d'activité. Puis mes collègues pourraient vous le dire, il y a une différence. Quand on regarde les gens qui font une planification stratégique puis les gens qui ne le font pas, ça apparaît sur le résultat. Nous, on regarde plusieurs fonctions de l'entreprise, les ventes, la production, la qualité, la gestion des ressources humaines. Puis les bonnes pratiques d'affaires sont beaucoup plus présentes chez les entreprises qui effectuent un exercice de planification stratégique. Donc, si on résume, le baromètre 2014 a mis en lumière plusieurs enjeux de taille pour les PME manufacturières. Le premier, donc la planification. Les PME doivent se donner des objectifs clairs. C'est important pour les PME de le faire. Il n'y a jamais de bon temps pour le faire. On n'a comme jamais le temps de le faire, mais il faut le faire. Donc, il faut s'asseoir, faire le fameux SWOT, donc force, faiblesse, menace, opportunité, se questionner sur le genre de marché qu'on veut attaquer, le genre de client, quelle est la compétition, quelles sont nos forces par rapport à la compétition, comment on veut se démarquer, qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel ordre on veut le faire, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On va manquer de temps et d'argent si on veut faire tout ça. Côté investissement en équipement et en R&D, les PME doivent investir davantage pour accélérer l'automatisation et se démarquer. Effectivement, on a vu, les résultats sont là. Donc, quand on parle d'automatisation, ça nous permet donc de produire plus vite, de façon avec une qualité égale. Ça nous permet aussi de produire des choses qu'on ne serait peut-être pas capable de produire. L'automatisation aussi nous permet, en fait, vous l'avez vu, le recrutement, la rétention de main-d'œuvre spécialisée, c'est un problème pour les entreprises. L'automatisation est une solution dans certains cas. Des gens qui me disent, moi, je me suis acheté des robots soudeurs pour mes véhicules.
Pas parce que je le mets de personne à pied, c'est parce que je n'étais pas capable de m'en trouver, puis ma croissance, j'étais très limité. Donc, l'automatisation peut permettre ça. On peut aussi automatiser des processus administratifs. Donc, il n'y a pas juste le plancher de production, le traitement d'une commande, les chèques et tout ça. Il y a façon d'automatiser ça, que ça soit plus rapide, que ça coule mieux. Et donc, avoir des gains importants. Côté R&D, les donneurs d'ordre, à chaque automne, on a un événement, nous, qui s'appelle la Journée donneurs d'ordre fournisseurs. Puis les donneurs d'ordre qui viennent rencontrer des PME québécoises, on leur demande de quoi avez-vous besoin. Et ce qu'on remarque de plus en plus, ce que je me suis fait dire une couple de fois, c'est je veux des gens qui vont m'offrir un produit ou un service qui va me permettre à moi d'être meilleur avec mon produit, mon service. Donc, ce n'est pas juste de dire, bon, la qualité au plus bas prix, c'est correct ça, mais il dit, quelqu'un qui a un edge, là, un avantage avec son produit qui va me donner un avantage au mien, je suis bien intéressé de le rencontrer. Donc, et ça passe souvent par les investissements en recherche et développement. Dépendance client, les PME doivent se diversifier tant sur le plan sectoriel que géographique, on l'a vu. Tous les secteurs d'activité ne vont pas bien ou mal en même temps. Si on est bon dans un secteur de pointe, peut-être qu'on peut être bon dans un autre secteur, par exemple aéronautique versus médical, ces choses-là. Et toutes les régions du monde non plus ne sont pas synchronisées, donc ça peut aller bien ou moins bien dans différents endroits et ce n'est pas tout synchronisé en même temps. Donc, bien diversifié sur le plan sectoriel, bien diversifié sur le plan géographique, c'est sûr que c'est un avantage pour les PME, deviennent moins à risque. Et la main-d'œuvre spécialisée, évidemment. Donc, le milieu d'éducation, les comités sectoriels, les entreprises, les associations, l'industrie. Donc, les gens doivent se mettre ensemble pour susciter l'intérêt des jeunes pour les marchés manufacturiers, de dire aux gens, il y a du travail, il y a des bien belles jobs là-dedans. Et paradoxalement, il y a des métiers pour lesquels, malgré que le taux de placement soit de 100 entre autres dans la fabrication métallique industrielle, il y a un taux de placement dans plusieurs de ces métiers-là, c'est 100 Et pourtant, année après année, les inscriptions, les admissions sont en baisse. Et pourtant, tout le monde travaille en sortant, puis c'est des bons salaires. Donc, on doit stimuler l'intérêt pour que les jeunes aillent étudier là-dedans. Et les entreprises aussi, sur une base individuelle, en plus d'aller attirer les jeunes, parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui vont à des foires dans les écoles, et ainsi de suite, pour attirer les jeunes qui viennent travailler dans le secteur manufacturier et idéalement même dans leur entreprise. Donc, il faut que les entreprises qui veulent avoir les meilleurs, donc s'organisent pour attirer les meilleurs et garder les meilleurs, avec toutes les méthodes que les gens connaissent au point de vue ressources humaines, mobilisation des employés, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui met fin à ma présentation comme telle. Donc, je pense qu'on peut résumer les entreprises qui font une planification stratégique, qui investissent en R&D, en équipement, qui savent attirer et retenir les meilleurs employés et qui ont diversifié leur marché. Si on regarde le profil de l'économie mondiale, ce qui est prévu au cours des dernières années, donc ces entreprises-là devraient tirer leur épingle du jeu et se démarquer sur l'échelle mondiale. Alors, je vous remercie pour votre attention.